Tu souhaites utiliser ASEF sur ton site WordPress pour pouvoir rajouter des types de publications personnalisés, des champs personnalisés, des catégories personnalisées, etc. À travers cette vidéo, ce que je te propose, c'est vraiment un guide complet autour de cette extension. On verra le temps que ça prendra, mais l'objectif, c'est vraiment de faire un tour de tout et te partager les astuces et tout ce que je connais autour de cette extension. Maintenant, on ne perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Avant de rentrer vraiment dans l'extension et comment la paramétrer et l'utiliser, je préfère d'abord de faire un petit descriptif de cette extension. Donc si tu sais à quoi ça sert et son utilité, je t'invite à passer ce petit passage grâce à la petite timeline qui est en bas de la vidéo et tu peux passer directement à la section qui est juste après, donc à l'utilisation d'ACF. Maintenant, si tu veux savoir à quoi sert ACF concrètement, à l'origine, ACF a été créé pour pouvoir ou pour permettre de rajouter des champs personnalisés sur différents types de posts à travers WordPress. Donc par défaut, sur WordPress, tu as donc des articles, des pages, etc. Et donc ACF, ce qui le permettait, c'était donc de rajouter des champs personnalisés. Par défaut, par exemple, sur des pages, tu as un titre, tu as donc le body, tu as l'auteur, tu as la date de publication, etc., etc. Et donc ACF permettait tout simplement de rajouter des nouveaux champs personnalisés, comme par exemple si tu veux rajouter un autre descriptif, si tu veux rajouter une galerie photo, si tu veux rajouter des cases à cocher. Après, l'objectif, c'était donc dans le template, donc dans la mise en page de ta page, justement, de réutiliser la configuration que tu avais mis pour, par exemple, afficher certaines choses ou rajouter des descriptifs en fonction de ce que tu avais paramétré autour de ta page. Donc, c'était limité à ça, mais qui permettait quand même de faire beaucoup de choses. Et en parallèle de ça, généralement, il y avait deux possibilités. Soit on crée des types de publications personnalisées via du code ou via une autre extension. Donc en fait, un type de publication personnalisée, c'est comme je te l'ai dit, par défaut, tu as les articles et les pages. Et du coup, par exemple, si toi, tu veux rajouter un nouveau type de publication qui soit dissocié de ces deux éléments-là, par exemple des recettes de cuisine, on pouvait créer un nouveau type de publication qui s'appelle recette. Et donc, à travers ACF, on pouvait définir des champs personnalisés sur ce nouveau type de publication recette. Donc, par exemple, on pouvait rajouter un titre, un descriptif, des images de cette recette, le contenu, les ingrédients, etc. etc. Donc c'était ça l'objectif d'ACF. Maintenant, ça fait plus d'un an que ACF a rajouté une nouvelle fonctionnalité, celle de pouvoir directement créer les types de publications à travers ACF. Avant, comme je te l'ai dit, c'était soit du code, soit une extension complémentaire. Maintenant, tout peut se faire à travers ACF. Donc tu peux créer à travers ACF donc, le nouveau type de publication recette, et tu peux aussi donc créer des champs personnalisés sur ces recettes-là. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses features d'ACF. Et donc, ça te permet d'avoir un site WordPress vraiment personnalisé où tu rajoutes tous tes types de publications. Et après, sur ton site, tu peux faire une sorte de blog de tes recettes. Et lorsque tu cliques sur une recette, ça t'arrive sur une single, donc sur ta page recette avec la mise en page que tu peux faire. En plus, si tu utilises Elementor, c'est assez simple d'utiliser les champs ACF. Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet-là, n'hésite pas à me le faire part dans les commentaires. Sinon, l'autre chose aussi que ACF permet, c'est de rajouter des taxonomies personnalisées. C'est un gros mot pour dire tout simplement que ça permet de rajouter donc des catégories personnalisées. Par exemple, au niveau des articles, tu as donc les catégories et les étiquettes par défaut. Mais par exemple, si tu crées un nouveau type de publication, comme les recettes, par exemple, tu peux rajouter des catégories, comme par exemple si c'est un entrée, un plat, un dessert, si c'est par exemple sans gluten, avec des différentes restrictions. Et l'idée, c'est que sur ton site vitrine, lorsque les utilisateurs vont voir ton site, tu peux par exemple trier des pages. Par exemple, tu fais une page de recettes sans gluten, une page où c'est que les entrées, une page où c'est que les desserts, etc., etc. Et grâce à cette taxonomie personnalisée, tu pourras filtrer plus simplement tes différentes pages et les différentes recettes que tu veux voir à travers tes différentes pages. Et la dernière option que ACF propose, c'est de pouvoir créer des pages d'options à travers ton site WordPress, donc qui est distinct des types de publications personnalisées et qui permet tout simplement de rajouter des options. Par exemple, ça peut être utile si tu as différentes pages et que tu veux vraiment savoir, par exemple, cette page, ça correspond par exemple à l'espace mon compte, cette page, ça correspond à mon espace profil, etc., etc. Puis dans le code, si tu veux gérer en fonction de si j'arrive sur cette page qui est ma page mon compte, si je ne suis pas connecté, en fait, je redirige vers un autre endroit. Donc ça peut être utilisé dans ce sens-là, mais généralement, c'est plus d'un point de vue développeur qu'on va utiliser ça et se les réutiliser à travers le code. Mais je t'en parlerai quand même, comme ça tu sais que ça existe. Maintenant, on part dans l'utilisation d'ACF. Let's go!
La première chose à faire lorsque tu veux utiliser ACF à travers ton site WordPress, ben, c'est tout simplement d'installer l'extension. Donc tu as la version gratuite que tu peux retrouver directement à travers ton site WordPress en marquant ACF. Et tu as une version pro que tu peux acheter et retrouver à travers donc, la page ou le site internet d'ACF. La différence entre les deux, alors j'ai pas forcément trouvé pour le moment une page qui explique vraiment clairement la différence entre l'un et l'autre. Si je la trouve après que j'ai fait tourner la vidéo, je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses voir vraiment concrètement la différence entre les deux. Mais pour faire simple, la vraie différence, c'est que tu as plus de champs utilisables lorsque tu vas utiliser la version pro que la version pas pro. Et tu peux aussi utiliser la notion de conditionnel, il me semble, lorsque tu utilises la version pro, c'est-à-dire par exemple si tu veux afficher un champ ou pas en fonction lorsque tu as coché ou pas un autre champ précédent. Donc ça peut être utile dans pas mal de cas quand même. Moi, pour cette vidéo, ce que je vais utiliser, c'est la version pro parce que c'est celle que j'utilise au quotidien et ça va te montrer vraiment le plein potentiel d'ACF. Une fois que tu as installé ACF, tu vas retrouver dans ton menu un nouveau paramétrage ou un nouvel élément qui s'appelle ACF. Lorsque tu vas cliquer dessus, ça va te renvoyer vers le groupe de champs par défaut parce qu'à l'origine, comme je te l'ai dit dans la section précédente, ACF était prévu uniquement pour les groupes de champs. Nous, dans notre process, on va partir d'abord dans la création d'un type de publication personnalisée parce que c'est plus logique. En gros, l'idée, c'est de se dire, je vais créer un nouveau type de publication. Dans mon cas, on va utiliser la notion de recette. Donc, je vais créer des recettes et après, je vais rajouter des champs à cette recette-là. Et après, on va réfléchir aussi à la possibilité de créer des catégories sur cette recette, etc. etc. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de montrer vraiment l'utilisation d'ACF d'un point de vue admin. Il n'y aura pas la partie front. Si tu souhaites vraiment avoir une vidéo sur la partie front, par exemple à travers Elementor, n'hésite pas à m'en faire part à travers les commentaires de la vidéo et je t'en ferai une vidéo dédiée sur ça. Là, c'est vraiment d'un point de vue back office. Pour créer notre type de publication personnalisée, on va aller dans le type de publication qui est ici et on va rajouter un nouveau type de publication. Donc là, par défaut, ça va te demander le libellé au pluriel et le libellé au singulier. Parce qu'en fait, en fonction de ce que tu vas paramétrer là, ça va définir ou ça va remplir différents chaînes de caractères en mode automatique. Moi, ce que je te conseille ici, c'est de ne pas mettre la majuscule au début et tu vas voir pourquoi. Donc, je vais juste remplir. Donc là, au pluriel, là, au singulier. Et après ça, on va laisser le remplir. Tu pourras mettre ce que tu veux, mais tu peux laisser ce que ACF te propose en automatique. En fait, c'est la clé qui va correspondre à ton type de publication personnalisée. Par exemple, les articles, c'est posts et les pages, c'est pages. Ensuite, tu vas laisser public et là, tu peux dire en gros s'il y a une notion de hiérarchie. Par exemple, s'il y a une recette parent tu peux avoir une notion de parent-enfant. Donc généralement, dans la plupart du temps, on ne l'utilise pas trop, mais tu peux le faire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de cocher cette case configuration avancée et là, tu vas avoir différents paramètres. Je vais juste directement aller sur les libellés pour que tu puisses comprendre pourquoi j'ai mis sans la majuscule ici. En fait, lorsque tu vas faire les réglages avancés, tu vas aller dans libellé, tu vas voir qu'en fait, ça tout remplit en mode automatique tes éléments. Donc là, c'est nouveau recette parce que avec le français, tu as du féminin et masculin et du coup, c'est difficilement gérable, on va dire, dans la traduction. Donc il faudra forcément peut-être repasser sur ces différents éléments. Mais en tout cas, par exemple, là, tu n'auras aucune recette trouvée et du coup, tu n'auras pas un R majuscule. Donc c'est des petits détails, mais je préfère faire comme ça personnellement. Après, ça n'empêche pas de revenir en majuscule ici, si tu veux remettre les majuscules, et ensuite, dans les différents champs, mettre la majuscule si ça t'intéresse de mettre la majuscule. Généralement, la majuscule peut être utile au niveau de l'admin WordPress ici pour que tu puisses les distinguer et pour que ça soit homogène avec les autres paramétrages qui sont déjà existants. Donc ça, c'était le petit détail au niveau des libellés. Et sinon, si on revient dans l'option générale, et là, tu vas pouvoir configurer déjà les éléments principaux de ton type de publication personnalisée, donc ici recette. Par défaut, ce qui est coché, donc c'est le titre, l'éditeur, le mise en avant et les champs personnalisés. Donc moi, ce que je te conseille, ça dépend au cas par cas en réalité, mais si tu n'as pas besoin de l'éditeur, que ce soit Gutenberg ou l'ancien, tu peux le décocher. Ça évite que ça se charge et que ça apparaisse au final pour rien. Si tu veux laisser le titre, tu laisses le titre. Si tu veux pas mettre d'image, tu n'as pas besoin d'image, forcément, tu peux décocher. Si tu as par exemple différentes recettes et que tu veux faire une notion de hauteur de chaque recette, s'il y a plusieurs cuisiniers qui vont faire des recettes, et tu peux mettre la notion d'auteur pour que ça soit potentiellement filtrable par auteur. Moi, par défaut, je vais laisser ça.
Au niveau du descriptif, bon, on s'en fiche un peu, ça ne sert pas forcément à grand chose. Et après, tu laisses les éléments cochés. Donc ça, c'est la première chose au niveau des réglages avancés. Donc après, libellé, donc on l'a déjà vu, visibilité. Alors, visibilité, tu as différents éléments à savoir. Moi, principalement, si tu veux pas te casser la tête, c'est la position du menu qui peut être intéressant. C'est en gros où ton élément va être positionné. Donc, je te mettrai en description un lien qui est donc une page vers le WordPress pour les développeurs, mais qui peut être utilisé, qui t'indique les différents déjà entiers qui correspondent aux différents éléments de base. Par exemple, ici, pour les articles, c'est 5. Donc, si tu mets 6 pour ton élément, tes recettes par exemple, eh ben, ça va apparaître entre post et média. Donc, ça apparaîtra entre article et média ici. Donc, en fonction de ce que tu vas mettre comme entier, ça va se positionner là où tu le souhaites. Par exemple, ce qui peut être intéressant, si tu as une notion d'utilisateur et je ne sais pas, tu crées par exemple d'autres types de contacts et que tu veux que ça soit proche l'un de l'autre, tu peux mettre 71, comme ça ce sera juste après. Moi, dans mon cas, on va le mettre juste après article, donc je vais mettre 6. Si tu veux que ça soit un élément présent dans un parent, dans un élément déjà présent ou dans un autre type de publication que tu peux créer, que tu as créé, ou que ce soit un enfant d'un autre élément que tu as déjà créé, il est possible de le spécifier ici. Par exemple, si mon élément recette, je veux le faire apparaître au niveau de page, donc il y aurait toutes les pages, ajouter une page et recette, il suffit que j'aille dans page, et là je récupère ce qu'il y a dans mon URL et je le colle ici. Ça veut dire que ça va apparaître pas directement à la racine, mais ça va apparaître dans l'élément page directement. Donc nous, par défaut, on va laisser ça, parce que moi, je veux que ça apparaisse directement, que ça soit plus simple à trouver et à utiliser. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter des icônes. En fait, les icônes, c'est ce qui va être ces icônes-là pour ton élément. Alors moi, je ne vais pas me casser la tête, je vais me mettre le premier qui me vient sous les yeux, donc une carotte. Donc je vais sélectionner la carotte. Après, tu as différents éléments, donc la possibilité d'afficher dans la barre d'administration, si tu veux que ça soit affiché ou non. Si tu veux que ça soit pris en charge dans les menus d'apparence, pareil, donc ça c'est en gros, si tu vas dans menu, dans les menus de WordPress, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là sur les menus dans WordPress et Elementor. Je te mettrai le lien juste au-dessus de la vidéo si tu veux savoir et voir comment utiliser les menus à travers WordPress et les petits détails qui sont cachés mais qui peuvent être très utiles selon les cas. Donc, je te mets le lien juste au-dessus. Ensuite, tu as la possibilité d'exclure de la recherche. Donc par défaut, sur WordPress, il y a une zone de recherche, on va dire. Et du coup, par défaut, ça va rechercher à travers tout ton site. Et donc là, tu peux dire, pour ces types de publication, je veux que ça soit exclu de la recherche. Donc là, déjà, je vais juste enregistrer ça. Et tu vas voir qu'au niveau de mon admin, dans mon menu, il y a un nouvel élément qui s'appelle recette. Donc ça veut dire que déjà mon élément, mon type de publication personnalisée a été créé. Tu as la notion d'URL. Donc ça, en gros, tu as plusieurs possibilités. Si tu veux créer un type de publication, mais qu'il n'y a pas de page sur ton site, tu as la possibilité de dire en gros, je veux aucun permalien, je veux pas que ça soit publiquement interrogeable, etc., etc. Et donc il n'y aura pas d'URL spécifique à ton type de publication personnalisée. Donc ça peut être utile, par exemple, je ne sais pas, si tu fais des fiches de candidature, mais que tu veux le gérer juste d'un point de vue admin WordPress, ou les personnes qui sont assujetties à aller sur l'admin WordPress, tu peux désactiver tout ça. Comme ça, il n'y aura jamais d'URL qui sont trouvables depuis Internet. Donc ça peut être un cas utile. Sinon, par défaut, moi, ce que je te conseille, c'est de laisser la clé de publication, donc celle que tu auras définie, et ça sera recette. La notion d'archive, en gros, si tu peux te dire, je veux qu'il y ait une archive où il y aura toutes mes recettes qui sont recensées, donc tu peux mettre par exemple recette avec un S ou nos recettes par exemple. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura une page archive qui sera donc nos recettes avec le slug nos recettes qui va contenir toutes les recettes du site. Ensuite, tu as la notion de droit. C'est par exemple si tu veux renommer les permissions. Par défaut, c'est les mêmes que celles des articles. Mais si tu veux par exemple créer un nouveau rôle utilisateur, et pour les rôles utilisateurs, tu veux qu'il n'y a que certains rôles qui peuvent utiliser ce nouveau type de publication, tu peux ici créer une nouvelle permission et le paramétrer uniquement pour un rôle précis et pas d'autres rôles. Après, donc généralement par défaut, toi tu peux laisser renommer les permissions à faux. Après, tu peux laisser la notion de exportable.
En gros, c'est pour autoriser l'exportation du type de publication. Et après, tu as la notion de supprimer avec le compte. Donc par exemple, si tu as une notion de auteur sur ton nouveau type de publication, si tu supprimes l'auteur, tu supprimes toutes les publications qui sont liées à l'auteur. Et le dernier élément, c'est l'API REST. Alors, ça va être un peu trop compliqué de rentrer vraiment dans les détails et surtout dans l'utilité au quotidien pour toi. La seule chose qui est importante par rapport à ça, c'est que si tu désactives l'API REST, c'est que tu vas passer sur l'ancien éditeur. Ça ne sera pas du Gutenberg. Gutenberg utilise l'API REST pour mettre à jour, pour sauvegarder, etc. ou pour fonctionner tout simplement. Du coup, en fonction de ce que tu vas cocher ou pas ici, ça va activer ou pas Gutenberg. Donc, si tu veux que ça soit du Gutenberg pour le contenu de ton descriptif, de ton type de publication, il faut que ça soit coché. Donc, moi, je vais juste enregistrer ici. Et ensuite, je vais aller dans mes recettes. Donc, ici, j'ai mon nouveau type de publication. Donc là, ce que tu peux voir, tous les recettes. Donc là, tu pourrais corriger pour dire toutes les recettes. Ou là, ajouter recette, ça peut ajouter une recette, etc. Ça, c'est les chaînes de caractères qu'on a vues que tu peux modifier si tu le souhaites. Juste pour que tu comprennes, on va juste rajouter et on va mettre juste recette 1. Donc là, ce que tu peux voir, c'est vraiment la même chose que les pages ou les articles. C'est du Gutenberg avec les différents paramétrages. Donc là, ici, il y a du Yoast parce que j'ai fait une vidéo que je te mets le lien juste au-dessus également, où c'est un guide complet à travers Yoast SEO. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives. Tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens à la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. Maintenant, on est content, on a notre nouveau type de publication qui est présent, mais on se dit, bon, c'est un peu dommage, je peux avoir juste mon éditeur Gutenberg et je peux pas avoir des champs personnalisés vraiment spécifiques à mon cas à moi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de retourner donc sur l'admin WordPress et dans ACF, tu as un groupe de champs. Donc ici, tu peux rajouter un nouveau groupe de champs. Donc moi, je vais l'appeler recette pour que ça soit compréhensible. Et ce que je te conseille, c'est d'aller directement en bas pour dire où ce groupe de champs va apparaître. Donc par défaut, c'est au niveau des articles, mais nous, non, c'est pas ce qu'on veut, c'est au niveau des recettes. Donc là, lorsque je fais juste enregistrer à ce moment-là, lorsque je rafraîchis, tu vas voir qu'il y a un nouvel élément qui va apparaître ici. Concernant les groupes de champs et notre type de publication, notre type de champs personnalisés, l'autre chose que tu peux voir, c'est des différents paramètres. Par exemple, là, tu vois, par défaut, c'est présent en dessous du contenu, mais tu peux aussi dire, non, finalement, moi, c'est plus facile dans mon utilisation de le faire à droite. Donc il sera à droite et pas au centre. Donc tu as différents paramétrages, après à toi de tester et voir ce que tu veux, mais généralement on le laisse après le contenu pour que ça soit plus logique. Et le dernier élément, c'est le réglage du groupe. Donc là, par défaut, tu peux laisser ce qui est coché pour pas trop prendre la tête parce que c'est pas forcément utile de paramétrer tout ça. Maintenant, on est OK, on a notre groupe de champs qui est présent ici, mais bon, pour le moment, j'ai juste un champ texte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc différents champs. Et ce que je te propose, c'est de le faire de mon côté et je reviens pour t'expliquer les différents champs que j'ai ajoutés. A tout de suite. Voilà, je viens de créer les différents champs personnalisés pour une recette. Donc, j'ai vraiment un cas typique, mais ça peut être vraiment autre chose, vraiment ce que tu veux. Donc, pour faire simple, donc j'ai ajouté par exemple un temps de préparation, un temps de cuisson, un niveau de difficulté, le nombre de personnes, le type de plat, les ingrédients, une galerie photo et l'astuce du chef. Donc, pour ces 8 éléments, ces 8 champs, il y a un type qui leur est défini. Donc là, pour les deux premiers, c'est un champ texte. Après, là, c'est une liste déroulante qui peut sélectionner le niveau de difficulté. Là, le nombre de personnes, c'est un nombre. La case à cocher, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs choix possibles. Et donc, c'est une case à cocher. Là, après, tu as une notion de répéteur. Ça, je reviendrai après dessus. Tu as la notion de galerie et la zone de texte. Donc là, on a mes éléments là. Je vais juste que tu comprennes. Je vais enregistrer ça. Et là, je vais retourner au niveau de ma recette. Donc, tu vois qu'il y a un seul champ. Et lorsque je vais rafraîchir la page, tu vas retrouver les différents champs. Donc par exemple, tu as le temps de préparation, le temps de cuisson, tu vas retrouver les différents champs qui sont présents que je viens de te montrer. Si je retourne au niveau de mon champ, donc
juste que tu comprennes, je vais rajouter un nouveau type de champ. Et lorsque je vais rajouter un nouveau champ, pardon, d'abord, la première chose à faire, c'est sélectionner son type. Donc, c'est de te dire, est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est une zone de texte? Est-ce que c'est un nombre? C'est une plage? C'est un email? Une URL? Donc là, tu as différents champs possibles utilisables. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, tu peux par exemple mettre un vrai faux, tu dis sans gluten. Là, si j'enregistre à ce moment-là et que je retourne dans ma page, ici, tout en bas, il y a un élément sans gluten qui va apparaître. Donc, par exemple, là, juste typiquement pour ce champ-là, tu peux dire en gros que la présentation, c'est une interface stylisée. Tu coches juste oui, tu fais mettre à jour. Et là, tu vas voir qu'il y aura une différence flagrante. Au lieu que ce soit une case à cocher, c'est oui ou non. C'est beaucoup plus UX, on va dire, ou plutôt très compréhensible. Donc là, tu vois, c'est le cas d'un bouton on-off, mais tu vas avoir différents paramétrages en fonction des champs que tu vas sélectionner. Je ne vais pas les parcourir tous un par un. Si tu as des questions par rapport à ces champs-là ou que tu as des doutes, etc., n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir, comme d'habitude, sur chacune de mes vidéos. Donc là, je vais juste reprendre un par un les champs que j'ai mis. En fait, pour la préparation, pour un champ texte, c'est tout simplement que tu as besoin d'un libellé. Donc le libellé, c'est ce qui va apparaître au niveau du titre. Après, le nom du champ, ça, il faut faire attention, c'est la clé qui correspond au niveau dans ta base de données entre le champ et sa valeur. Donc si tu modifies par la suite la valeur, donc là, on va juste faire un test. C'est par exemple, si je mets le temps de préparation, je mets 10 minutes que je fais enregistrer ici. Si je rafraîchis, j'ai toujours mes 10 minutes. Mais si à ce moment-là, sur mon champ, je modifie le nom du champ que je fais enregistrer et que je rafraîchis ici, ça aura disparu. Donc c'est vraiment ça, le nom du champ qui fait la liaison entre la valeur en base de données et ton poste. Donc ça, une fois que c'est paramétré, tu l'as défini, donc c'est défini automatiquement en remplissant le libellé du champ, ça va se faire automatique. Mais une fois que c'est défini et que tu as créé donc des valeurs sur ton type de publication, ne modifie absolument pas ce champ. Sinon, tu vas perdre toutes les données. Donc là, je remets à l'origine et si je rafraîchis, ça va être bon parce que du coup, ça va pouvoir refaire la liaison avec ce qu'il y a en base de données. Donc ça, c'est l'élément subtil qu'il faut faire vraiment attention. Après, tu as la possibilité de mettre une valeur par défaut si tu veux mettre une valeur par défaut. Après, sur la plupart des champs, tu auras la notion d'obligatoire ou non. En gros, c'est de se dire, ok, pour ce genre-là, je sais, lorsque je vais faire une recette, il faut que ça soit vraiment présent et que ça soit obligatoire. Donc tu peux tout simplement cocher ça. Et lorsque je vais faire mettre à jour et que je vais rafraîchir ici, tu auras la petite étoile. Si je prends le texte, je supprime, je fais enregistrer, là ça me dit, il y a une erreur parce qu'il y a un champ qui est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ton besoin, si tu veux paramétrer un champ obligatoire ou non. Généralement, lorsque tu fais ça pour un client, c'est très utile de le mettre obligatoire, les champs qui sont vraiment obligatoires, faut pas que ça fasse n'importe quoi. En fait, plus tu vas borner le truc, plus ça sera moins risqué à l'usage. Si je reviens sur le texte, après tu as la notion de présentation où tu peux rajouter différents éléments. Par exemple, on peut se dire que cet élément-là, donc là je vais te donner un exemple qui peut être intéressant mais pas forcément pour ce champ-là, c'est par exemple si tu mets un nombre et que tu sais que c'est un prix. Tu peux mettre par exemple juste avant ou juste après le signe euro. Et donc lorsque je vais rafraîchir ici, tu vas voir qu'il y aura le symbole euro pour dire en gros par exemple combien d'euros, quel est le prix, etc. Donc ça peut être utile selon les cas. Je vais l'effacer et après sinon tu peux mettre des instructions. Donc par exemple si je fais blabla, tu pourrais mettre une phrase explicite pour dire en gros à quoi sert ce champ-là. Si je rafraîchis ici, tu vas voir que mon blabla va apparaître entre le libellé et le champ l'input. Et après, avec la version pro, il me semble uniquement, tu as la notion de logique conditionnelle. Donc on ne va pas le faire pour ce cas-là, mais on va le faire par exemple pour celui-ci. Par exemple, si je dis oui, ici, dans la logique conditionnelle, je dis que afficher ce champ si le temps de préparation, donc le champ qui est juste au-dessus, a n'importe quelle valeur. Donc là, si je fais enregistrer ici, que je rafraîchis ma page, mon temps de cuisson est présent. Si j'efface, boum, mon temps de cuisson vient de disparaître parce que je n'ai pas de valeur dans mon temps de préparation. Donc si je mets 10, boum, il va réapparaître. Et en fait, c'est ça, le fait de conditionner, c'est que tu peux afficher des éléments en fonction d'autres éléments, s'ils ont été remplis, sélectionnés, etc. Ça peut être utile, par exemple, si tu as des boutons on-off. Par exemple, si c'est sans gluten, tu peux mettre oui, et après tu peux mettre un message explicatif, si tu veux, si c'est du sans gluten, par exemple. Donc là, moi, ce que je t'ai fait le tour, c'est au niveau du champ texte.
Donc après, j'ai un autre champ que j'ai mis en place, c'est les listes déroulantes. Donc tu en as plusieurs. Tu as liste déroulante, tu as case à cocher, bouton radio, groupe de boutons, etc. Lorsque tu as des choix pour ces éléments-là, moi ce que je te conseille, c'est de ne pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire directement la valeur. Mais de faire plutôt ce sens-là. Pourquoi? C'est parce que si, par exemple, je vais juste te montrer pour que ça soit vraiment compréhensible, je vais revenir comme c'était. Je vais donc ici dire que j'autorise une valeur vide. Donc j'enregistre. Je retourne au niveau de ma recette. Je rafraîchis. Donc j'ai mon niveau de difficulté qui est à sélectionner parce que j'ai autorisé une valeur vide. Donc si j'enregistre, c'est OK parce que ce n'est pas obligatoire. Par contre, si je sélectionne par exemple facile et que j'enregistre, donc je rafraîchis, c'est toujours facile. Si au niveau de mon niveau de difficulté, j'arrive ici et que finalement je dis facile ou je mets plutôt finalement je vais changer ça et je vais mettre plutôt très très facile et facile. Bon, c'est un cas, c'est juste pour que tu comprennes que si je retourne ici, je rafraîchis, ça aura perdu sa valeur parce qu'en fait tu auras changé la clé. Donc moi ce que je te conseille lorsque tu fais des champs avec des différents choix, moi ce que je te conseille c'est de mettre une clé valeur. C'est ce qui est un peu ce qui est expliqué ici, c'est de rajouter une valeur et un libellé. De cette manière-là, rouge, rouge. Ici, si je mets par exemple 0, moi généralement j'aime bien mettre des entiers pour que ça soit plus logique, on va dire. C'est une notion de programmation et dans les programmations, tu as souvent clé valeur et c'est des entiers. Après, tu as la valeur, c'est le champ texte ou autre. Donc j'enregistre. Au niveau de mon niveau de difficulté, effectivement, c'est toujours vite, c'est pas revenu à facile parce que du coup j'ai enlevé la notion de facile. Mais par contre, si je mets par exemple, si je remets facile et que je fais enregistrer, ici, si je retourne dans mon champ et que je vais dans le niveau de difficulté, que je modifie, je mets très facile et facile. Si je fais enregistrer ici, je reviens sur ma page, je rafraîchis, c'est toujours sélectionné. Parce que je n'ai pas changé la clé, j'ai juste changé la valeur. J'ai juste changé le string, on va dire, la chaîne de caractères. Donc là, du coup, tu vas rien perdre. Mais si tu faisais comme ce que j'ai fait dans l'autre cas, donc tu t'avais mis sans clé et tu avais directement la valeur et que tu changes par la suite, pour toutes tes publications qui sont donc du type recette, qui avaient facile, vont perdre la notion de facile et vont avoir une valeur qui est donc aucune, vide. Donc j'ai fait ça au niveau de la liste déroulante, mais tu peux aussi le faire au niveau des types de plats. Par exemple, là j'ai mis entrée, plat, dessert, boisson, autre, etc. Et donc là j'ai mis une case à cocher. Après, le nombre de personnes, là c'est un nombre. Donc lorsque dans la validation, tu peux dire que c'est obligatoire, mais tu peux aussi dire un nombre minimum et un nombre maximum. Et après, tu peux définir aussi la présentation, le taille de l'incrément. C'est-à-dire, par exemple, si c'est que des entiers, tu peux dire c'est 1 pour dire que ça avance de 1 en 1. Et sinon, si je reviens sur ma recette, ici, le nombre de personnes, si je mets par exemple, je tape des chaînes de caractères, là, je suis en train de taper, ça marche pas. Par contre, si je mets un chiffre, ça marche. Si j'enregistre, je rafraîchis, ça marche. À nouveau, tu as toujours 98. Ensuite, avant de passer au niveau du répéteur, je pense que répéteur et galerie sont deux champs qui sont dans la version pro. Donc on va passer d'abord à la zone de texte. Donc là, en fait, ce que j'ai défini, c'est pas un texte, mais une zone de texte. Donc en fait, la différence, lorsque tu vas descendre, tu vas voir, c'est un champ texte area, donc il y a un champ plus gros que juste un champ texte comme celui-ci. Tu as la possibilité aussi de définir donc un autre champ qui est l'éditeur, l'ancien éditeur de WordPress. Donc si je reviens sur ma recette, je reviens ici. Ici, tu vas voir, tu vas pouvoir donc faire du texte, mais tu pourras ajouter du grade, l'italique, différents éléments comme ce que tu peux voir habituellement. Donc tu as la possibilité de le faire les deux. Si tu veux une mise en page, tu peux afficher lui. Si tu veux juste du texte vraiment brut, tu peux mettre juste zone de texte. Et lorsque tu vas revenir ici, ça va revenir comme avant. Maintenant, on va rentrer au niveau d'abord de la galerie. En fait, la galerie, c'est tout simplement un champ mode galerie. Tu vas pouvoir donc définir différents éléments comme le format de retour, si c'est un tableau de l'image, une URL, etc. L'ID. Par défaut, je te conseille de laisser tableau de l'image. Sinon, tu peux me dire la taille minimum, etc. Tu as différentes contraintes. Donc ça, après avoir à toi de l'utiliser. Tu peux aussi définir les types de fichiers autorisés, etc., etc. La taille de prévisualisation. Et en gros, pour faire simple, au niveau du rendu, en fait, tu peux tout simplement aller sélectionner les images que tu veux. Lorsque tu fais enregistrer, ça va les apparaître ici et tu vas faire enregistrer et sera sélectionné si tu rafraîchis.
Tu vois, c'est quelque chose de classique. Et après, tu peux rajouter des éléments, tu peux enlever des éléments. C'est vraiment une galerie logique. Moi, ce qui m'intéresse le plus à te montrer, c'est la notion de répéteur qui peut être très utile. Après, ça peut être plus compliqué pour la mise en page. Par exemple, avec Elementor, c'est un peu plus touchy de le faire. Généralement, il faut passer par du code parce que c'est pas encore géré. C'est quand même les répéteurs, c'est quelque chose d'assez poussé et du coup, il n'y a pas énormément d'extensions ou plutôt de thèmes qui permettent son utilisation ou plutôt sa mise en page à travers un site. Donc, tu auras généralement besoin de code pour faire la mise en page un peu comme tu le souhaites. Mais sinon, à quoi ça sert? En fait, dans le répéteur, j'ai défini d'autres champs personnalisés à l'intérieur, donc des ingrédients et une quantité. Et en fait, le répéteur, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que je peux répéter indéfiniment d'éléments qui correspondent au sous-champ. Donc si je reviens sur ma recette, au niveau de mes ingrédients, on trouve donc l'ingrédient et la quantité. Et si je fais ajouter, bah là, je peux avoir ingrédient et quantité. Donc par exemple, je mets huile, et je mets, je sais pas moi, 10 millilitres. Après, si je veux rajouter un nouvel élément, je peux dire par exemple moutarde, une cuillère à café. Et je peux rajouter indéfiniment les différentes choses. Une fois que c'est fait, je peux aussi modifier l'ordre si je le souhaite, comme je le veux tout simplement. Si je fais enregistrer et que je rafraîchis, lorsque je retourne ici, on va retrouver vraiment les mêmes éléments. Du coup, ça sert à ça un répéteur, c'est répéter des éléments si tu as toujours la même structure. Donc attention juste de ne pas avoir des milliers d'éléments à l'intérieur du répéteur, parce que sinon ça risque de charger quand même c'est assez costaud. Et surtout sinon ta mise en page et ton utilisation de cet élément-là qui peut être assez fastidieux. Tu as la possibilité aussi au niveau du répéteur, lorsque tu as beaucoup d'éléments, de dire en fait, je veux la pagination. Et donc là, tu peux mettre le nombre de lignes par page. Si je fais enregistrer ici, que je reviens là et je rafraîchis, tu vas voir que il y a de la pagination ici et que je peux aller à la page 2, à la page 1, etc., etc. Donc voilà au niveau du répéteur, franchement c'est un champ qui est très utile dans certains cas. Par contre, il faut évidemment la version pro pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, au niveau des groupes de champs d'un travers ACF, tu as compris la logique, j'imagine, c'est de pouvoir ajouter différents champs que tu souhaites à travers ta page sans devoir ou sans avoir la nécessité de tout recopier à chaque fois. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on ne met pas de titre au niveau des champs ACF parce que le titre de la recette, ça sera le titre de la publication. Et si tu as un descriptif, un gros descriptif, ce que je te conseille, c'est pas d'utiliser d'un champ ici, mais potentiellement le body de ton type de publication. Donc ici, je fais du blabla et ça sera mon body ou mon descriptif de la recette principale. Après, ça sera trop long de t'expliquer tous les champs. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de pratiquer pour voir comment les utiliser chacun leur tour. Et si tu as des problématiques, n'hésite pas à me poser la question en commentaire et je te répondrai avec plaisir, sans souci. Maintenant, on est un peu plus à la moitié de ce que je voulais te montrer à travers ACF. Donc, le type de publication et les groupes de champs. Juste avec ces deux notions, tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux. Là, on va partir sur une autre notion qui est la création de catégories spécifiques. Tu peux zapper cette partie-là. Ça peut être utile si tu veux vraiment faire des filtres. Si tu veux filtrer tes recettes, par exemple, selon des catégories, ça sera beaucoup plus simple d'utiliser des catégories personnalisées que des champs, comme je t'ai fait voir, par exemple, type de plat, entrée, des cases à cocher ou le niveau de difficulté qui est sélectionnable. Parce qu'en utilisant la notion de catégorie personnalisée, tu vas réutiliser en fait les fonctionnalités de base sur WordPress avec toute la notion de tri. C'est basé sur ça. En fait, c'est vraiment c'est vraiment un copier-coller comme pour les articles lorsque tu veux trier par les catégories d'articles. Donc c'est la même logique et la même structure de base à travers WordPress. Et donc pour faire ça, dans un premier temps, c'est d'aller au niveau des taxonomies. Donc je vais au niveau des taxonomies et là je crée une nouvelle taxonomie. Donc ici, en fait, c'est un peu la même chose que pour la création de nouveaux types de publications. Tu peux définir un libellé et tu vas avoir différents champs à remplir. Donc moi, je vais d'abord créer les niveaux de difficulté. Donc par défaut, moi, je mets 100 majuscules au début. Et le niveau des difficultés, ça va créer donc une clé de taxonomie. Et là, tu peux définir sur quel type de publication c'est rattaché. Donc là, je peux dire, je sais rattaché à mes recettes. Ensuite, quand tu vas dans configuration avancée, tu vas retrouver différents paramétrages. Le fait de pouvoir trier, un terme par défaut, si par défaut tu veux qu'il y en ait un, comme par exemple
Pour les catégories, c'est le nom non classé. Ensuite, donc tu as les libellés. Ouais, un peu bizarre, ça a mis niveau de diff, je pense que parce que j'avais mis un raccourci et du coup ça a auto-rempli. Mais tu peux régénérer ici en cliquant ici, donc ça va régénérer tous tes éléments là. Donc voilà, donc en fait là, comme tu peux voir, c'est tous les niveaux de difficulté. Donc là, tu n'as rien à corriger au niveau de la chaîne de caractères. Si c'était un N majuscule, bah, si tu voulais faire prof, bah, il faudra effacer la N pour mettre un N minuscule. Donc moi, ce que je te conseille, comme je t'ai dit, c'est de mettre minuscule avant et après, tu reviens et tu mets la majuscule après. Ici, tu peux remettre niveau de difficulté en majuscule. Donc après, tu peux parcourir les différents chaînes de caractères pour modifier comme pour le type de publication personnalisée. Donc là, j'ai créé ma taxonomie personnalisée et lorsque je vais dans recettes, bah, tu vas voir qu'il y a la catégorie qui va apparaître. Donc ici, je peux arriver ici et je peux dire facile, la créer, je peux dire moyen, la créer et je peux dire difficile, la créer. Donc là, j'ai mes trois niveaux de difficulté, on va dire. Et si je retourne au niveau de ma recette, tu vas voir que il y a un nouveau champ qui va apparaître ici. Un peu, par contre, là, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas mes valeurs par défaut. Donc potentiellement, si je me souviens plus de ce que j'avais mis, ça peut être chiant à saisir. Il faudra que je retourne ici pour revoir les noms que j'ai mis pour que ça soit sélectionnable. Parce que sinon, si je mets difficile, là, ça va me le proposer. Donc, tu as cette possibilité de le mettre sur la côté droite, à droite, je veux dire. Donc, moi, ce que je te conseille pour faire disparaître cet élément-là, donc tu as deux possibilités. Soit tu peux le faire disparaître au niveau de l'affichage, mais ça veut dire qu'il faudra le faire sur chaque compte utilisateur qui est créé, parce que c'est indépendant sur chaque compte utilisateur. Ou sinon, ce que tu peux faire, si tu n'utilises pas l'API REST, c'est que tu peux le décocher ici. Ou sinon, tu peux aussi modifier la visibilité, mais ça marche uniquement, il me semble, lorsque tu n'utilises pas Gutenberg, mais l'ancienne version. Et en gros, lorsque tu fais enregistrer ici et que je rafraîchis donc ici, mon élément va disparaître. Donc, tu n'auras plus la possibilité de le sélectionner ici. Donc après, tu vas te dire, bah mince, ok, c'est plus visible, mais comment je fais pour que ce champ-là, ça soit lié à mon niveau de difficulté? Donc là, en fait, si tu retournes au niveau de ton groupe de champs, que tu vas dans recettes, ton niveau de difficulté, au lieu que ce soit une liste déroulante, tu peux dire que c'est une taxonomie. Et en définissant ça, tu vas pouvoir sélectionner la taxonomie que tu veux mettre, donc niveau de difficulté. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est de décocher cette case pour que chaque création se fasse uniquement depuis la page niveau de difficulté ici. Et ensuite, tu peux enregistrer les termes et charger les termes directement depuis la publication. Ensuite, lorsque je vais faire cocher ça, je vais faire enregistrer ça. Lorsque je retourne sur ma page ici, donc je retrouve mes différents champs, qui est donc l'ordre qui est créé ici. Tu peux utiliser une extension complémentaire pour modifier l'ordre, mais sinon c'est dans ce sens-là, c'est le sens de création. Lorsque je retourne dans mon niveau de difficulté, je peux modifier l'apparence. Donc moi par exemple j'avais une case à cocher, mais j'avais une liste déroulante auparavant, mais tu peux mettre une case à cocher ou sinon tu peux sélectionner ce que tu veux. Plutôt une case radio, ça veut dire qu'une seule valeur possible. Lorsque je retourne au niveau de ma recette, que je réactualise, bah là j'ai une seule case à cocher. Ça veut dire que c'est coché facile. Donc là, ça veut dire que cette recette-là est associée donc à la valeur pour le niveau de difficulté facile. Si je retourne ici et que je rafraîchis ici, tu vas voir maintenant qu'il y a un élément qui correspond à facile. Et tu peux aussi, par ce biais-là, cliquer sur cet élément-là et pour retrouver toutes les recettes qui sont faciles. Et du coup, tu pourras réutiliser ça à travers le front de ton site internet pour faire des pages types du style nos recettes faciles, nos recettes difficiles, nos recettes moyens, etc., etc. Et tu peux reproduire la même chose pour les types de plats, entrée, plat, dessert, etc. Donc là, tu vois ce que j'ai fait au niveau de difficulté, je pourrais reproduire exactement la même chose, sauf que la différence, c'est que au lieu que ça soit une case radio-bouton, donc c'est-à-dire une seule valeur, je pourrais dire c'est une case à cocher avec plusieurs valeurs ou une liste déroulante avec plusieurs choix possibles. Donc ça, c'est possible de le faire lorsque tu retournes au niveau de ton champ. Ici, dans le niveau de difficulté, tu peux aller dans Général, et tu peux dire qu'au lieu que ce soit un bouton radio, c'est une liste déroulante à multiples choix. Et donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est utiliser les catégories ou des catégories personnalisées lorsque tu vas avoir une notion de filtre au niveau de tes posts. Par exemple, tu te dis le nombre de personnes, non, je ne vais pas faire une catégorie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça ne sert à rien. Mais par contre, lorsque tu vas avoir, par exemple ici, le niveau de difficulté où tu peux t'imaginer une page où que ça soit trié par rapport à ces niveaux de difficulté, tu peux le faire.
Par exemple, type de plat, ça peut être intéressant aussi d'avoir des pages qui sont uniquement les entrées, uniquement les plats, uniquement les desserts, etc. Et si tu utilises des extensions qui permettent de filtrer par taxonomie personnalisée, donc par catégorie personnalisée, ce sera utilisable facilement et simplement. Alors que si tu avais un champ ACF avec un select, là, demandera généralement plus de code ou d'implémentation de code pour justement rajouter cette fonctionnalité-là. Donc c'est vraiment très utile lorsque tu veux rajouter des catégories ou vraiment spécifier, catégoriser tout simplement ton nouveau type de publication. Maintenant, l'avant-dernière chose que je veux te montrer, c'est les pages d'options. En fait, les pages d'options, c'est une page que tu veux créer à travers ton admin WordPress pour ajouter des options tout simplement. Et du coup, à travers ta page d'options, en fait, tu as juste à mettre un titre, par exemple, mes options, où tu peux mettre les options de tes clients, par exemple. Et s'il y a une page par an, tu peux définir une page par an. Sinon, tu n'es pas obligé. Et après, tu as de la configuration avancée aussi, si tu veux rajouter une icône, le menu title, la position, etc. Un peu comme ce qu'on a vu, les libellés et le droit. Donc là, si je fais juste mettre à jour ici, tu vas voir qu'il y a mes options qui viennent d'apparaître. Si je clique ici, j'ai rien. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'aller dans tes groupes de champs, dans ACF, et là, tu vas rajouter donc un nouveau groupe de champs qui s'appelle par exemple option 1. Et quand tu descends tout en bas, comme je te l'ai dit, la première chose à faire, c'est de faire ça, c'est d'aller dans ici, et tu dois avoir page d'options, qui est ici. Et là, tu vas voir, tu as mes options. Donc, tu vas faire enregistrer, et lorsque tu vas aller dans mes options, tu vas voir option 1 avec mes options. Et donc, c'est ici, tout simplement, que tu pourras définir les options de ton site internet. Ça peut être, par exemple, des cas pratiques. Tu te dis, alors moi, en tant que développeur, j'ai déjà utilisé ça. C'est par exemple, si tu veux vraiment sélectionner des pages qui ont un but précis. Par exemple, toutes les pages qui sont de type compte utilisateur, depuis le front, modifiable, etc. Tu peux les spécifier ici, en mode option, tu les sélectionnes. Parce que tu peux sélectionner des pages à travers ton site. Par exemple, si je retourne dans ACF, si je retourne dans le groupe de champs au niveau de mon option 1, là, je change cet élément-là, je veux dire page. Je peux sélectionner une page à travers mon site, objet de publication. Je dis que le type de publication, c'est une page. Bon, après, ça, tu peux laisser par défaut. Je fais enregistrer. Dans mes options, ici, je peux aller sélectionner une page. Donc, animation, et je fais mettre à jour. Maintenant, je sais que, par exemple, j'ai ces options-là. Donc, je peux faire du code pour dire, en gros, OK, lorsque j'accède à cette page, si, par exemple, je ne suis pas connecté, ça redirige l'utilisateur autre part. Donc, ça peut être dans ce sens-là que tu peux utiliser. Ou sinon, ça peut être aussi, par exemple, si tu génères des mails à travers ton site WordPress, l'envoi de mails, et que tu veux spécifier des CCC, des personnes en CC, des personnes en copie cachée, tu peux définir un champ d'options ici qui a une sorte de répéteur avec plusieurs mails. Et lorsque tu vas envoyer le mail, ça va récupérer toutes les adresses mail qui ont été paramétrées ici et ça va leur envoyer. Donc c'est ça un peu le but des pages d'options à travers ACF. Ça peut être utile, mais c'est un cas un peu plus poussé lorsque tu as vraiment, généralement, tu n'en as pas besoin pour toi-même. Mais lorsque tu as un site pour un client où il y a des options à mettre en place, ça peut être très 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 utile. Maintenant, la dernière chose que je veux te montrer, c'est un petit truc que tu ne penses pas forcément au début, mais qui peut être très utile. Par exemple, comme je te l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, moi ce que je fais généralement, c'est que je crée le site en local sur mon PC, justement le site que tu es en train de voir sur la vidéo, sur mon écran, c'est un site que j'ai créé en local où je fais toutes mes vidéos tuto. Et du coup, pour des sites clients, pareil, je l'ai créé en local. Bon, si tu veux savoir faire un site en local sur WordPress, j'ai fait une vidéo vraiment guide complet de A à Z par rapport à ça. C'est gratuit, sans dépenser un seul centime. Ça te permet d'utiliser WordPress ou juste de faire connaissance avec WordPress pour voir comment ça fonctionne avant d'acheter un hébergement, un nom de domaine, etc. Donc je te mets le lien juste au-dessus si ça t'intéresse. Donc l'objectif, c'est de se dire, par exemple, si j'ai mon site en local, j'ai mon site en pré-production, j'ai mon site en production et que je souhaite migrer mes champs que je modifie. Par exemple, j'ai fait une première version avec différents groupes de champs, des champs personnalisés, etc. Mais par la suite, le site évolue, les demandes évoluent, les fonctionnalités évoluent. Et du coup, il faut pouvoir migrer ces éléments-là d'un environnement à l'autre. Et ACF te permet de faire ça à travers la notion de outils. Donc, à travers d'outils, tu peux sélectionner les différents groupes de champs, exporter en tant que JSON. Donc, lorsque ça va exporter en mode JSON, ça va télécharger un fichier
Et après, tu vas aller dans l'environnement où tu veux. Et ici, dans Outils, tu vas pouvoir faire sélectionner ton fichier et l'importer. Comme ça permet de faire une synchronisation entre les différents groupes de champs d'un élément, d'un environnement à un autre. Parce que si tu rajoutes un groupe de champs à un endroit et que tu oublies de le mettre à un autre endroit, attention, après au niveau des conflits, ça peut être vite problématique. Et généralement, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est pour ça que généralement je ne donne pas l'accès à cette personnalisation pour le client, c'est que par exemple, si le client te rajoute, je ne sais pas, une option dans un select, et que toi, tu as oublié de la récupérer pour le mettre sur ton environnement et que tu modifies ce select pour ajouter d'autres champs, ça risque d'écraser ces champs qu'il avait paramétrés par lui-même. Donc c'est important de faire cette migration pour toujours avoir une synchronisation entre tous les environnements. Donc tu peux le faire à travers cette apparence-là, à travers cet outil-là, exporter, importer. J'ai aussi un moyen de le faire à travers du code PHP, si ça t'intéresse. Donc ça demande à des personnes un peu plus avancées de pouvoir le faire. C'est juste en fait, ça génère un dossier avec tous les éléments et du coup, tu as juste envoyé par FTP par exemple. N'hésite pas à me le demander en commentaire ou de m'envoyer un message sur LinkedIn et je te dirai comment faire tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je pense que ça va être une vidéo plutôt longue. J'ai essayé d'être rapide dans ce que je dis, mais il y a tellement de choses à voir à travers ACF, donc c'est très difficile de te parler de tout. J'ai essayé de te parler des éléments plus logiques et utilisables au quotidien, que tu sois indépendant ou que tu souhaites créer des sites pour des clients. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Franchement, je répondrai à 100% par rapport à ça. Ce qu'on a vu, donc un petit résumé de la vidéo, ce qu'on a vu, c'est tout d'abord à quoi sert ACF, son utilité. Donc si tu étais déjà au courant, tu as dû zapper cette partie-là. Sinon, on a pu voir comment créer un type de publication personnalisée, similaire aux articles et aux posts. On a vu comment créer des champs personnalisés pour ce type de publication personnalisée, mais tu peux aussi créer pour les articles, ça je ne te l'ai pas montré, mais c'est la même logique. On a vu comment créer des taxonomies personnalisées, donc des catégories personnalisées pour tes types de publications personnalisées, mais tu peux aussi créer pour tes articles. C'est le même principe que le reste. On a vu comment créer une page d'options, donc ça c'est un peu plus avancé, et on a vu aussi comment importer, exporter ces champs ACF, ces types de publications ACF, ces taxonomies ACF d'un environnement à l'autre. En tout cas, j'espère que tu as appris de nouvelles choses à travers cette vidéo, c'était le but, c'était un peu de te montrer vraiment à quoi sert ACF concrètement, parce que c'est vraiment un outil vraiment au quotidien qui est vraiment très puissant et qui permet vraiment de sortir de cette vision que WordPress c'est que pour du blog. Avec cette fonctionnalité-là, cette extension-là, ça fait vraiment game changer et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux à travers WordPress. Donc si tu as aimé cette vidéo, ce que je t'invite juste à faire, c'est de mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour faire vraiment des gros guides comme celui-ci. Donc c'est un guide que je n'ai pas forcément préparé. C'est vraiment un guide où je le fais au feeling et vraiment en fonction de moi, comment je l'utilise cette extension au quotidien. Donc j'espère que ça t'a plu et que cette manière un peu naturelle à t'expliquer les choses te plaît. Et si tu as des questions, je te l'ai répété plusieurs fois, mais je préfère en insister. Pour moi, il n'y a aucune question bête. Si tu as une question par rapport à ACF ou autre chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et n'oublie pas aussi de me mettre en commentaire si tu souhaites une vidéo à travers la liaison ACF et Elementor. Je te ferai vraiment une vidéo propre à ça. Et pour finir, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochains tutos, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel ou ma vie de solopreneur. Sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.